Voilà. Donc ici, en fait, donc la question est donc comment utiliser le for each et le while. Donc en gros le for each, donc on le sait, hein, je pense que tu le sais du coup. For each, normalement, non, ou iter, normalement. Ouais, voilà. En faisant iter, je sais pas si tu savais, en faisant iter, ça fait un for each pour toi, hein. Ça crée le for each pour toi. Si tu veux, à la fin, je mettrai tous les petits trucs comme ça qui font. Bah voilà, bah, je mettrai à la fin tous les petits trucs comme ça qui génèrent les choses à ta place. Donc on a le for each. For each, on le connaît très bien, hein. On sait qu'on parcourt la liste prénom. Chaque élément qu'on va récupérer de cette liste va être des strings. Et chacun de ces éléments vont être stockés dans le S. Donc si je fais un print, évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait. Si je fais un soutprintln de S et que je lance, évidemment, ça va m'imprimer tous les prénoms, hein. Ça, je pense que tu le savais. C'est une quelconque manière de parcourir la liste. Évidemment, il me fait quelque chose de pas bien. Attends, ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est qu'on va faire ça. J'ai dit qu'on va faire ça. Voilà. Et dans voiture, tout a l'air bon. Donc je peux relancer ma classe Java main. Donc si je lance main, voilà. Maxime, Arthur, Cyril, Didier. Ça parcourt la liste. Et ça stocke dans une variable temporaire. À chaque fois, le prénom change du coup, parce qu'on parcourt la liste. Tu me dis si t'entends un bruit de fond, c'est parce que je suis en train d'imprimer un truc à côté. Donc tu me dis hein, si on entend. Ok, parfait. Alors, donc ça, c'est un for each. Mais du coup, il y a un autre moyen de parcourir. C'est le while. Le while, sa particularité, c'est que, en fait, c'est pas vraiment. En fait, la particularité du for each, c'est qu'il s'arrête automatiquement. Le for each, quand il arrive à la fin de la liste, il le sait. Il sait quand il arrive à la fin de la liste. Il est intelligent, le for. Mais le while, lui, il est un peu con, je t'avoue. Lui, pour avoir utilisé des mots crus, il est un peu con. Lui, il doit utiliser une condition qu'on lui impose. Le while, il s'écrit comme ça. Et le while, tu vois, il nous demande une condition ici. Ce qui est un peu con, parce que vraiment, nous, pour parcourir cette liste, on n'a pas vraiment envie de conditions pour la parcourir. Genre, nous, on veut pas de prise de tête. Le for each, c'est pour ça que c'est un peu le mieux pour imprimer des trucs. Souvent, on va utiliser le for each pour parcourir et imprimer directement une valeur. Ou alors, pour parcourir et modifier la valeur. Pour parcourir direct, pour modifier direct la valeur. Parce que vu que j'ai la valeur S qui équivaut à mon truc, ce que je peux faire, c'est faire S est égal à I. Et si je veux ça, si je lance, du coup, ça va. Évidemment, du coup, j'ai pas fait de S out. Donc si jamais je fais un for each qui parcourt et qui fait I, je fais le même iter de la liste, je print mes trucs et tu vas voir que ça va simplement tout remplacer par I. C'est assez simple. Au lieu de faire un for I, nanana. Ah, oups, attends. Moi, je me suis trompé. Mais je crois que t'as compris le truc. Ouais, je voulais expliquer ça d'une autre manière. Bon, ça fonctionne pas parce que ici c'est un string, j'avais oublié. Ouais, et string c'est un truc de référence donc ça modifie pas direct la valeur. Bref, si c'était des ints, c'était des 0, 1, 2, 3 ou 24, 85 et tout. Je fais un iter et je mets tout à 0. Je fais la variable ici égale 0. Ça fera tout à 0. Ok? Je sais pas si je t'ai perdu avec juste le petit bug qui s'est passé, mais le, le principe c'est que, en gros, vu qu'on parcourt avec une variable qui récupère direct l'info, c'est plus facile de traiter cette information que si on fait un for i. Tu vois, là on doit faire, pour traiter l'information, on doit prendre la liste, mettre le i à l'intérieur. Ensuite, tu fais un point et ensuite tu modifies la valeur que tu veux ou tu fais un égal
Alors que là, c'est tu prends la valeur égale, tu fais égal et c'est terminé, tu vois. Ici, c'est un peu plus compliqué. C'est ça que je voulais dire. C'est le principe. C'est par principe. Tu vois, c'est plus pratique un for each. Un for each. Ok. Du coup, le while, donc on en revient. Le while, comment faire? Le while, déjà, donc son annotation, c'est while, parenthèse pour les conditions, accolade pour le bloc de code qui définit le while. Et le while, en fait, le truc, c'est que souvent, quand on va parcourir une liste, en fait, il faut un int, il faut un index extérieur. Genre, comme un for i. Toi, un for i, on crée une variable pour pour la boucle. Et ensuite, on effectue un plus ici. Et si jamais le i il arrive à une certaine valeur, on arrête. Bah, c'est la même chose hein, pour le while. C'est juste que on met cette valeur à l'extérieur. Tu vois, int i égale 0, et ben int i égale 0. Tu vois, c'est la même chose. Ensuite, on fait i plus grand, enfin plus petit ou égal à length. Et ben là, c'est la même chose que si je fais ça, tu vois. Ça, ce truc, c'est la condition. Et ben, ce truc, c'est la condition. Et du coup, ici, ce qu'on va mettre, c'est i++. Et du coup, on va faire sout println s. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pardon, oui, t'as dit attends, ouais. Enfin, S, du coup, on va mettre prénom, I. Et du coup, là, ça prend la valeur. J'ai pas compris pourquoi prénom.length. En gros, prénom.length, ça récupère la taille. Ça récupère la taille physique de la liste. On se rappelle, taille physique et taille logique, c'est quoi la différence? Je vais le mettre juste ici. La taille logique, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste. Ici, donc, si jamais ici il n'y avait rien, la taille logique serait égale à 3. Parce que la taille logique, c'est 3. J'ai 3 éléments dans ma liste. La taille physique, c'est la taille que fait la liste. La taille que fait la liste. Ici, j'ai 3 éléments dans la liste. Donc la taille logique, c'est 3 de la liste. Parce que après, ça sert à rien de parcourir. Mais la taille physique, c'est 4. Tu vois, on peut mettre 4 éléments. Tu vois, c'est comme une armoire avec. C'est comme un meuble avec des tiroirs. Imaginons que tu as un meuble avec 4 tiroirs. Et je mets un objet dans 3 de ces tiroirs. 3 de ces tiroirs sur 4. Bah, ma taille logique, c'est 3. Parce qu'il n'y a que 3 tiroirs qui sont remplis de mon meuble. Mais la taille physique de mon meuble, je peux stocker que 4 objets dans mon meuble. Pas plus. Après, je peux plus stocker d'objets dans ce meuble. Parce que ou sinon, bah, je dois l'agrandir, le meuble. Et du coup, pourquoi prénom.length? Prénom.length, on récupère la taille physique de la table. Donc on dit, on parcourt la liste. Donc ici, on définit que i égale 0. On commence à parcourir au tout début de notre liste. Et ici, on dit, si jamais i atteint la taille physique de notre table, on arrête. Attends. Oui, tant que. Donc while, c'est tant que. Tant que i est plus petit que la taille physique. Donc prénom.length. Merde. Allez, je vais y arriver. Donc prénom.length. Je vais y arriver, c'est pas possible. Prénom.length, c'est égal à la taille physique. Donc,
prénom.length est égal à 4. Ok? Tu vois ça ou pas? Ce truc-là. Ok, très bien. Bah c'est le principal. Attends, ça sera mieux si en vrai je fais comme ça, c'est plus lisible. Voilà. Donc prénom.length, c'est la taille physique. Et nous, on veut pas que notre i aille plus loin. Ou sinon, on pourra plus imprimer, ça va nous faire une erreur. Donc ici, on dit qu'on commence à 0. On dit, si jamais le i dépasse notre taille physique, on arrête. Pour chaque itération, on imprime l'élément. Ça veut dire, tant que ça dépasse pas la taille physique, on imprime i. On n'imprime pas i, on imprime l'emplacement où on est dans la table. I, c'est l'indice où on est dans la table. Et prénom, crochet, c'est l'emplacement où on est. Attends, je vais te dire. Par exemple, imaginons qu'on commence à parcourir une première fois. I sera égal à 0. I sera égal à 0. Donc, pourquoi il me fait ça, cette enflure? I sera égal à 0. Donc, dans la table, on a donc des... Je vais pas réécrire les prénoms, mais tu auras compris. Là, on imagine qu'il y a les prénoms que j'ai mis là. Ok. I est égal à 0. Prénom I sera égal à l'élément, à l'indice 0. Donc, sera égal à cet élément-là. Donc, on imprimera cet élément. Ensuite, on passe là. I égale I++. On ajoute 1. Tac. I n'est toujours pas plus grand que notre truc. Donc, on se place à l'indice 1 et on imprime cet élément-là. Ensuite, on met plus. On repasse. C'est toujours pas plus grand. Donc, on va à cet élément-là et on l'imprime. Ensuite, on passe. I++, c'est toujours pas plus grand. Ensuite, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, peut-être on mettrait égal parce que si notre I est égal à... non. Non, c'est bon. Non, plus petit. Du coup, hop. 1, 2, 4. Bah oui, bien sûr. 1, 2, 3. Hop. I est égal à 3. On imprime ça. I++. Est-ce que I, qui est égal maintenant à 4, parce qu'on a imprimé ça, maintenant on passe à 4. 4 est plus petit que 4. Non. Et bah du coup, on arrête. Tu vois? Donc le while, c'est vraiment cette mécanique-là où on parcourt en fait avec vraiment une condition. Qu'un for each, on va dire, il s'auto-conditionne en fait. Le for each, il a sa propre condition. Mais du coup, dans quel contexte je dois utiliser ça? Genre, ils vont me demander quoi? En algo, t'auras beaucoup de for i. Ce sera beaucoup plus de for i et presque pas de for each et presque pas de while, mais t'auras surtout des for i en fait. T'auras surtout des for i et peut-être des while. Ouais, t'auras quelques while et quelques for i, mais le for each. Allez, moi, quand j'ai fait mon examen d'algo l'année passée, j'ai eu un for each à faire. Et dans quel contexte tu dois utiliser quoi? Le while, tu dois l'utiliser dans un contexte où, par exemple, le while c'est un peu compliqué à expliquer. Le while... En fait, le while, tu peux vraiment l'utiliser partout, c'est ça le truc. C'est qu'il n'a pas vraiment de contexte pour l'utiliser vraiment. Mais ce que je te dirais, c'est que le for i, tu l'utilises vraiment quand tu dois parcourir une liste avec une condition bien précise. Donc, par exemple, quand on dit nombre d'ex-aequo, tu te dis, hop, for i. Ça, tu sais, c'est un for i, c'est pas un while. Parce que ex-aequo, tu vas avoir plein de conditions par rapport à l'index et tout ça. Donc, nombre d'ex-aequo, tu vas parcourir ta liste, tu vas vérifier plein d'objets, nanana. Tu pourrais faire avec un for each. Mais for i, en gros, for i, c'est
Sa condition, c'est for i, tu l'utilises si tu modifies les éléments de la liste. Si vraiment tu dois modifier les éléments de la liste. For each, comme celui-là, c'est vraiment si tu dois bêtement parcourir comme là, tu vois. Là, tu dois bêtement parcourir et imprimer. Tu fais un for each. Si vraiment tu dois faire des... Donc nombre d'ex aequo, en fait, du coup, ouais, t'as pas vraiment de modification à faire. Tu comptes juste le nombre de chiffres qui est le même. Donc à la limite, tu pourrais faire avec un for each. Mais for each, c'est vraiment... Ouais, for each, même limite non. Parce que for each, en gros... Parce que quand tu fais nombre d'ex aequo, tu vois, tu fais for i, nanana... Et donc tu dois faire i-1. Tu vois ce que est-ce que tu te souviens le nombre d'ex aequo quand tu dois faire nombre d'ex aequo? Tu vois, tu dois faire un truc avec l'index. Tu dois modifier un peu l'index. Tu vois ou pas? Ton index, il est un peu modifié, non? Mais en gros, tu verras, non, en gros, nombre d'ex aequo. Nombre d'ex aequo, c'est tout con, mais en gros, pour savoir si un nombre est ex aequo à un autre, tu dois faire, il me semble, si le i où tu es est égal au i-1 ou i plus 1, tu vois. Tu dois te mettre une case après ou une case avant, tu vois. Mais avec un for each, ici, t'as pas d'index. T'as pas d'index. Salut Nathan. Tu vois, avec un for each, t'as pas d'index. Donc le truc, c'est que pour faire ce genre de choses, un for each, c'est pas optimal. Tu vois ce que je veux dire? For each, t'as pas ce truc d'index. Tu sais pas où tu es. En fait, le for each, tu sais pas où tu es dans la table. Le for i, tu sais où tu es dans la table parce que tu as accès à l'index de la table. Tu vois, tu as l'index de la table. Tu vois ce que je veux dire? Le while, à la limite aussi, parce que le while, tu vois, tu fais un int i égale 0. Bon, c'est un peu plus bourbier si tu fais avec un while, mais si tu te sens plus à l'aise avec un while, tu peux le faire, parce qu'en soi, voilà, ça c'est la même chose qu'un for i. Mais même chose, tu vois, ici tu as accès à l'index, tu as accès à où tu es vraiment dans la table. Donc quand on demande un algorithme, pose-toi cette question. Est-ce que je sais où je suis dans la table? Est-ce que j'ai besoin de savoir où je suis dans la table? Nombre d'ex aequo? Bah oui, j'ai besoin de savoir où je suis dans la table. Est-ce que l'endroit où je suis est égal à un autre endroit dans ma table? Donc je dois savoir où je suis dans ma table pour savoir ça, pour pouvoir faire cette condition. Donc, un for i. Imaginons, tu dois... où est-ce que tu pourrais utiliser un for each? Il me semble que tu devras peut-être faire le toString. Il me semble que tu devras faire le toString d'un truc. Je sais pas. Je sais plus. Il me semble, moi, je devais faire le toString d'une... C'est con, mais c'est aussi un petit algorithme, le toString. Et bah, par exemple, le toString, tu modifies rien. Tu récupères juste des infos. T'as pas besoin de savoir où tu es dans la table. For each. Tu vois? Un toString, for each. Le toString, c'est quoi? C'est t'affiches tous les éléments qu'il y a dans ta classe. T'as pas besoin de savoir où tu es dans ta liste pour afficher tous ces éléments. Tu vois ce que je veux dire ou pas? For each, c'est vraiment, t'as pas besoin de savoir où tu te positionnes. Parce que dans un for each, t'as pas accès à cet indice. Mais tu vas pratiquement tout le temps utiliser un for i. C'est presque jamais que tu vas utiliser un for each. Je te le dis déjà. Tu voulais dire un truc, Nathan, non? Ouais, j'ai du mal en algo, va falloir que je pratique. Ouais, bah voilà. Ouais, algo, c'est que de la pratique. J'ai beau le dire à tous les cours, c'est que ça. Et je peux rien dire d'autre parce que c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est vraiment que ça. J'ai une question. Oula. J'ai une question pour toi, Wixon, pour l'examen d'Apu. Lors de la création des classes en Java, est-ce qu'on nous donne un programme de test comme dans les exercices où on doit faire nous-mêmes? Ouais, exactement. Alors donc, Apu, donc comment ça va se faire? Apu, c'est une partie papier et une partie sur PC. Donc partie papier, ça sera tout ce qu'il y a avec le diagramme.
Donc partie papier, donc tu arriveras à ton examen, tu te poses à ton endroit, on te donnera le document de ton examen. Le document contient un grand texte que tu dois transformer en un diagramme et un diagramme déjà fait que tu devras... Donc un texte avec un diagramme déjà fait que tu devras corriger. Donc tu devras corriger les incohérences dans un diagramme, dire ok, là c'est un final, vu que c'est un final, ça doit être en majuscule. Là ils l'ont pas mis en majuscule, ok je note. Non, non, non. Donc tu auras une partie papier comme ça. Ensuite, tu auras une partie PC où on te donnera une feuille avec tes identifiants. Tu te connectes avec les identifiants, pas tes propres identifiants, hein. Pas ton adresse email et ton mot de passe. On te donnera un login et un mot de passe spécifique pour toi, différemment de ton login habituel, qui est un login pour l'examen. Et donc, tu ouvres IntelliJ, tu crées un projet sur le disque U avec les dossiers qui sont sur le U. Tu auras les projets Java sur ton U. Tu les mets dans ton IntelliJ. Et donc, tu auras une classe test. Tu auras une classe test pour tester tous tes trucs, il me semble. Attends, en APU, hein. Ah merde, non, en APU, non, 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 non. En APU, non, pardon, je me trompe. En Algo, tu auras accès à un test pour tester tous tes algorithmes. En APU, tu devras faire ta propre classe test pour tester toutes les classes que tu fais. Par exemple, tu fais une classe, il me semble, je sais pas moi, j'invente. En APU, on te demande de créer des classes Java voiture avec concessionnaire, avec une classe concessionnaire, une classe voiture, une classe, je sais pas, marque de voiture. Et donc, tu dois tester que quand tu crées une voiture, ça se met bien dans ton concessionnaire et tout ça. Et bah, pour tester tout ça, tu devras faire ta propre classe test. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dû faire l'année passée. L'année passée, on a dû faire notre propre class test de A à Z. Désolé d'avoir mélangé. Mais ouais, APU, tu fais ta propre class test. Il me semble, allez, à la limite, on te donne peut-être un début de class test. Peut-être. Je crois me souvenir qu'en juin ou en août, on leur a donné, parce que moi je devais pas repasser en août ou en juin, mais j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils avaient un début de classe test et ils pouvaient genre continuer cette classe. Mais normalement, tu codes tout de A à Z. Donc tu auras un texte en fait. Tu auras vraiment un PDF où tu l'ouvres, tu auras un texte qui te dit quelles sont les classes que tu dois créer. Et tu crées tes classes et tu testes toi-même. Ça c'est un peu débrouillard, hein, je t'avoue. Et partie papier, c'est 1h30 et partie Java aussi. Il me semble, si votre... Attends, bah on va regarder. On va regarder, mais normalement, oui, c'est moitié-moitié en fait. Donc si je regarde un bin 2, que je vais en session de janvier en APU, il me semble, donc c'est de 11h à 12h30. Ouais, voilà, il me semble, il y a plusieurs trucs. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble du coup. Algo. Et faux, anglais. Ok. Là, il est marqué que ça dure 1h30. Ça me paraît bizarre. Mais si ça dure 1h30, il y aura sûrement. Ça sera séparé en deux examens. Là, faut se renseigner. C'est bizarre ça, 1h30. Normalement, oui, normalement, les deux parties sont. Parce en 1h30. Attends. En 1h30, faire les deux. Je me souviens. Parce que moi, il me semble c'était 2 heures. Il me semble c'était 2 heures pour les deux. On avait 1 heure pour chaque partie. 1 heure partie papier, 1 heure partie Java. Oui, c'est très compliqué même.
J'ai l'impression que c'est impossible. Mais nous, l'année passée, on avait 2 heures. Et même en 2 heures, je me souviens que c'était vraiment très, 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 très dur. C'était très dur. En plus du fait qu'on aura 8 classes à faire en UML. Ouais, oui, oui, oui. En UML, vous avez. Nous, on avait ça l'année passée en janvier. En. Oui, oui, oui. En janvier, juin, août. Tous, c'était 7 à 8, 7 à 8 classes. À 8 trucs, tableaux, quoi. Il y avait 8 tableaux. 7 à 8 tableaux, ouais. Donc si vous en avez que 6, posez peut-être vous une question. C'est possible qu'il n'y en ait que 6, mais généralement c'est 7. Mais du coup pour la durée, 1h30 va envoyer peut-être un mail. Genre, si vous voulez, je peux envoyer un mail pour savoir. Mais ouais, 1h30 ça me paraît vraiment très très peu, hein. Parce que déjà que nous, l'année passée, en 2 heures, c'était très très compliqué. On arrivait, enfin, c'était impossible de finir la classe test. La classe test, en fait, elle était interminable. Les profs nous ont dit que l'examen était interminable. Donc, si cela ne te dérange pas, je veux bien que tu envoies un mail, comme ça on est certain. Vas-y, bah, je vais faire ça bah, là maintenant. Donc, hop, Outlook. Attends, j'ai juste. C'est quoi ça? 2 secondes, je regarde. Parce que c'est par rapport à mon projet. Oh, ça j'ai déjà lu. C'est Cambron et Isabelle, il me semble. Ouais, c'est Cambron et Isabelle. Ok. J'avais jamais entendu parler de ce danger. Euh, Aussi, merci pour ton message d'avertissement sur les images Discord. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Bah, dis-toi, c'est marrant. Enfin, marrant. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment marrant. Mais en gros, dis-toi, il y a un matin, on s'est réveillé sur le Discord de l'école. On a vu qu'un gars avait spammé plein d'images dans tous les channels. Et je me dis, c'est quoi ça? Ça doit être une arnaque, nanana. Et par précaution, je n'ouvre pas les images. Je le banne. Je supprime toutes les images. Et j'ai bien fait parce que en me renseignant en fait sur Reddit, un gars explique que les images, en gros, dès que tu cliques dessus, en fait, il y a un script dans les images. Donc c'est un token, ça s'appelle un token grabber. Donc un token, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais un token c'est une espèce de chaîne de caractères générée aléatoirement et ce qui vous définit en gros. Donc par exemple sur Discord, ce token vous définit, c'est grâce à ça que vous vous connectez. Bah, je l'ai expliqué dans le message d'avertissement. Mais bref, ça prend. C'est pas vraiment comme les cookies, parce que les cookies c'est un peu d'autres infos. Le token c'est vraiment, dites-vous, dans le token il y a votre mot de passe, votre email et votre nom d'utilisateur. Il y a ça normalement dans le token. Dans les cookies, c'est plus. En fait les cookies et le token c'est un peu la même chose, oui, parce que en acceptant les cookies, t'acceptes que le site te retienne. Du coup, euh, du coup c'est un peu la même chose, mais mais ouais, du coup les images en fait elles ont un script qui prennent votre token et une fois avec le token pris, bah, le gars peut se connecter à votre compte, parce qu'en gros le token vu qu'il y a le mot de passe, l'adresse email et votre nom d'utilisateur. Il dit à Discord, tiens, hop, voilà mon token. Il va dire, ouais, bonjour Wixon par exemple, alors que c'est pas moi, tu vois. Donc bonjour Majam Cambron, j'ai été voir l'horaire de passage de l'examen.
Je regarde vos messages tout de suite, 2 secondes. Voilà. Alors, donc, jamais entendu parler de ce danger comme les cookies. Là. Aussi, je pose ça là. Mais pour Apu, Monsieur Stoupian nous avait dit que pour s'entraîner l'exercice 3 dans la partie 2 des ex récapitulatifs. Attends, donc Stoupia vous a dit que pour s'entraîner l'exercice 3 dans la partie 2 des ex récapitulatifs était bien l'exercice le plus compliqué qu'il ait vu. Bah si Stoupia vous dit connaissance Stoupia, hein. Connaissance Stoupia. Si Stoupia vous dit que l'exercice 3 dans la partie 2 des ex récapitulatifs est l'exercice le plus compliqué qu'il ait vu, je vous assure qu'il ne vous ment pas. Et s'il vous dit que pour s'entraîner cet exercice est très très bien, écoutez-le. Alors c'est pas pour faire le lèche-bot ou vraiment le suceur pour Stoupia, mais Stoupia, rarement quand il dit quelque chose par rapport à un exercice ou par rapport à un examen ou que sais-je, il a rarement tort. Il a rarement tort. Donc, quand Stoupia vous dit un truc, je vous assure, écoutez-le les oreilles grandes ouvertes. Donc si Stoupia vous dit que s'entraîner l'exercice 3 dans la partie 2 des ex récapitulatifs, faites-le en vrai. Faites-le. Et si vous l'avez déjà fait, alors ce que je vous conseille, c'est de prendre cet exercice. Si c'est un PDF, si c'est dans un fichier PDF, vous prenez le PDF, vous le passez à ChatGPT, vous dites ok, tu vois l'exercice 3 dans le PDF, est-ce que tu peux me faire un exercice ou Notebook LM. Voilà, Notebook LM est très très bien aussi. Vous passez le PDF et vous dites est-ce que tu vois l'exercice 2, l'exercice 3. Est-ce que tu sais me faire un exercice similaire en APU? Et t'expliques que tu es en APU, t'expliques que tu es en technologie de l'informatique, t'expliques que quel cours tu apprends. Parce que si tu dis juste recopie-moi cet exercice pour en faire un autre, il va rien comprendre. Salut Belélé. On explique un peu toutes les modalités de l'examen. Et j'ai envoyé un mail. À votre prof d'APU parce que apparemment votre examen donc ici dure 1h30 pour faire un diagramme sur papier, corriger un diagramme et faire la partie Java. Donc j'ai posé une question, j'ai envoyé un mail pour poser une question si l'examen se passe en plusieurs sessions parce que personnellement moi j'avais droit à 2 heures pour faire ça. Même je crois il me semblait 3 heures parce que c'était 1h30 pour la partie papier et 1h30 pour la partie Java. Donc voilà, à voir. J'ai envoyé un mail. Je vous dirai ce qu'il en est quand j'ai une réponse. Je crois c'est 1h30 pour UML et 1h30 pour Java. Mais ouais, mais voilà, j'ai posé la question parce qu'ici il y a plusieurs sessions. Donc je me dis que peut-être que voilà. Parce qu'en vrai, voilà, il est marqué évaluation écrite, évaluation sur PC. Donc peut-être que voilà, c'est ça. Mais après, je vois évaluation sur PC, évaluation sur PC. Donc voilà, j'ai quand même posé la question. Voilà, j'ai posé la question. Elle me répondra. Et je... Autant comme ça, on est sûr. Comme ça, on est sûr de ce que c'est. Je vais garder peut-être alors mon Outlook ouvert pour voir dès que je reçois un mail. Normalement, elle m'enverra pas un mail aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Elle répond rarement le dimanche, Madame Cambron, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur comment se déroule le blocus, comment fonctionne Algo, Apu, une question sur l'école en général?
Euh, Est-ce que un des trois auditeurs veut bien me faire un petit résumé très rapide? De quoi? De ce qu'on a dit aujourd'hui là maintenant? De quand t'étais pas là? De ce dont vous avez parlé? Bah si tu veux, je peux le faire moi, hein. Je peux le faire moi. Donc en gros, pendant que t'étais pas là, donc il y a eu une première question. Il y a eu une première question, donc quelle est la différence entre un for each et un while? Ce que j'ai expliqué, c'est qu'un for each, donc qui s'écrit comme ceci, un for each, c'est un parcours de liste sans indice. Donc tu vois qu'ici, on parcourt la liste prénom, on récupère un string dans une variable qui s'appelle s, et on imprime cette variable. Donc on imprime tous les prénoms. Tu vois que ça imprime tous les prénoms. Seulement, quand on fait ce genre de truc, t'as pas accès à l'endroit où tu es dans la liste. Tu n'as pas accès à l'endroit où tu es. Tu sais pas où tu es dans la liste. T'es un peu perdu. Tu vois, t'imprimes sans savoir où tu es. Alors qu'en utilisant peut-être un while, tu vois qu'on met un, c'est comme un for i, hein, tu vois. Le while c'est comme le for i. On définit qu'on commence à 0. On dit que on fait le parcours de liste tant que i est plus petit que, et là je l'ai pas mis, que la taille de la table. Donc tant qu'on dépasse pas la taille de la table, on parcourt et on ajoute 1. Donc là c'est la même chose. On définit qu'on commence à 0. On dit tant qu'on n'est pas plus haut que que la taille de la table, on continue. On imprime la valeur où on est et on met plus 1. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est un while. Et du coup, c'est ça qu'il me disait. Ça, c'était la question de YSN. Qu'est-ce qu'est la différence entre un for each et un while? Et donc, c'est ça la différence. Et aussi, du coup, je vais vous mettre, du coup, j'avais dit ça à YSN. Il y a plusieurs petites, on va dire, abréviations qui vous permettent de coder ça plus vite. Donc, pour faire un for i plus vite, vous écrivez for i tout attaché et plus tab. Et ça vous fait un for i comme celui-là. Ça vous fait un for i comme celui-là, sans le prénom point length. Si vous faites iter, ça vous fait un for comme celui-là, un for each. Iter plus tab. Et le while, bah, vous devez l'écrire. Ça, le while, c'est manuellement. Mais regardez, si je vous montre, je fais for i, tab, ça me l'écrit tout seul. Et en plus, il a détecté que j'avais déjà un for avec un i au-dessus, et donc il a remplacé automatiquement par un j, pour pas qu'il y ait de problème. Et vous voyez que si je fais iter, hop, il me détecte automatiquement on peut aller dans la table prénom. Il a détecté qu'il y avait une table prénom, que chaque élément de cette table c'est un string, et il m'a mis une variable. Voilà. Tu as d'autres raccourcis comme cela? Alors oui, j'en ai d'autres. Par exemple, pour une classe qui est comme ici la classe voiture, où on a un matricule et une couleur, si vous voulez faire un getter, vous faites Alt Insert, Getter, vous choisissez avec CTRL. Tu vois, si je clique normalement là, ça sélectionne qu'un seul. Si j'appuie sur CTRL en même temps, ou si vous êtes sur Mac, normalement c'est commande. Si vous appuyez en même temps, vous sélectionnez tous les trucs que vous voulez en getter. Je clique et ça me fait les getters tout seul. Même chose pour le constructeur. Ici, vous voyez, j'ai un constructeur ici. Je fais Alt, Insert, constructeur. Encore une fois, j'appuie sur commande si je suis sur macOS ou sur contrôle si je suis sur Windows ou Linux. Je sélectionne tous les trucs que je veux en constructeur et ça me fait le constructeur tout seul. Alt Insert, tu peux tout faire, même equals, pour vous dire. Ouais, voilà.
tu peux faire donc avec alt insert, tu peux faire donc, je vais vous montrer, alt insert, donc constructeur, getter, setter, equals, hashcode, toString, override méthode, vous allez voir ça plus tard, mais vous pouvez faire des override méthodes. Ça, je sais pas ce que c'est, et vous pouvez même créer une classe test pour votre classe. Donc imaginons, regardez, dans ma classe, je n'ai pas de toString. Vous voyez que j'ai pas de toString. Je fais toString. Et voilà, ça me fait un toString automatiquement créé avec le matricule et la couleur. Ça fait gagner un temps précieux, surtout pour en Apu. Vu que vous avez que 1h30, enfin que 1h30, du coup, si jamais vous avez 1h30 pour faire le Java, pour votre classe test, c'est crucial pour créer vos classes et tout ça. Voilà. Dis-toi, durant l'examen, tu es obligé de le faire parce que si tu mets pas à utiliser ce raccourci, tu risques de ne pas avoir assez de temps. Et bah exactement, l'année passée, j'ai eu des potes, ils savaient pas ce raccourci, ils l'ont su que après l'examen. Ils ont pas su le finir. Ils ont pas su faire toutes les classes parce que il y avait pas assez de temps. Il y avait juste pas assez de temps. J'ai une question, tu vas sûrement te répéter, mais ouais, vas-y, mais on s'en fout si on se répète, hein. Le principe, c'est que ça, tu retiennes et que après, t'es chill à l'examen, tu vois. Moi, je suis là pour ça, hein. Je suis là pour répondre à vos questions et même si je me répète, j'ai pas compris dans quel cas tu dois utiliser le for each et le while. Alors, donc, donc on a le for each et on a le while. Euh, du coup, le for each, en fait, il faut se poser cette question. Donc, quand tu vas faire ton algorithme en algo, donc quand on va te demander de faire un algorithme euh, en algo, on va te dire, on va te dire, bah fais-moi par exemple nombre d'ex-aequo. Quel est le nombre d'ex-aequo? Quel est le nombre quels sont les chiffres qui se répètent dans cette liste? Bah, par exemple, pour ce cas-là, la question que tu dois te poser pour savoir si tu fais un for i, for each ou while, la question que tu dois te poser c'est d'abord, qu'est-ce que je parcours? Ici, je dois parcourir une liste. Bon, tu devras d'office parcourir une liste, mais au cas où, parce qu'il peut y avoir des algorithmes où tu dois parcourir autre chose. Ça peut arriver, je sais pas dans quel contexte, mais voilà. Bref, là, tu dois parcourir une liste, donc tu te dis déjà, pour parcourir une liste, bah, j'ai envie de dire, le for c'est plus adapté. Tu vois, ici, pour parcourir une liste, c'est un peu chiant, tu vois, tu définis un indice à l'extérieur, tu mets ta condition là, c'est un peu moche. Bon, tu peux le faire, hein, ça ne change rien. Si tu fais comme ça ne change rien. Mais bon, je t'avoue, c'est plus propre avec un for. Donc déjà, tu te dis un for. Ok, for each ou for i? Bah là on te dit, tu dois savoir le nombre d'éléments qui sont les mêmes. Est-ce que je dois savoir, est-ce que c'est important de savoir l'indice? Est-ce que c'est important de savoir où je suis dans la liste? Bah, pour savoir si deux éléments sont les mêmes, tu dois vérifier à deux endroits différents dans ta liste. On est d'accord? Donc tu as besoin de l'indice. Tu as besoin de savoir où tu es, parce que tu dois savoir si deux éléments dans ta liste sont les mêmes. Donc oui, tu dois savoir où tu es dans ta liste pour vérifier ces éléments. Donc ici, on va spécifier un for i. Tu pourrais encore une fois faire en while, mais c'est vraiment dégueulasse. Le while, tu vas vraiment l'utiliser par exemple
à la limite, tu l'utiliseras euh, pour une boucle de jeu, par exemple. Un while, tu vas vraiment l'utiliser pour une condition vraiment explicite. Là, ta condition i, si i ne dépasse pas la table, bon, tu vas te dire oui, mais c'est explicite, c'est une seule condition. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple dans ta boucle de jeu, tu as une condition très explicite qui est tant que ma vie n'est pas à zéro, tu vois. Je sais pas comment m'expliquer. Il faut un while. euh, un while, c'est vraiment, ça se dit tant que. Tant que. Alors qu'un for i, c'est pour tout. Un for i, tu le lis comme pour tout. Et quand tu lis une liste, quand tu dois parcourir une liste, tu lis comme pour tous les éléments dans ma liste, je vais faire ta 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'un for, c'est plus adapté pour un parcours de liste. Parce qu'un for, naturellement, tu vas le lire comme pour tout. For, en anglais, c'est pour tout. Donc, pour tout i, tant qu'il n'est pas plus grand que ma taille de liste, on l'augmente de 1, je fais ta 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 ta. Ici, ça va être, je crée un indice, tant que cet indice n'est pas plus grand que la table, j'écris ça dans la table, et puis j'ajoute 1. Tu vois que ok, ça se lit, ok, c'est français, mais ça se fait pas, un parcours de liste en while. Donc vraiment, la question que tu dois te poser pour savoir quel truc utiliser, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai besoin de l'indice? Est-ce que j'ai besoin de savoir où je suis dans ma liste? Est-ce que... Et qu'est-ce que je parcours? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je parcours une liste? Est-ce que je dois juste euh, ajouter un numéro? Je sais pas moi. Tu vois? Qu'est-ce que je dois faire? Et est-ce que je dois savoir où je suis dans la liste? Par exemple, pour un toString, si maintenant je dois faire un toString qui imprime tous les éléments d'une liste, tu vas faire un for i. C'est juste imprimer, tu vois. Tu imprimes juste les éléments, tous les éléments qu'il y a dans une liste. Tu dois pas les modifier, tu dois pas savoir où tu es dans la liste. Tu dois juste la parcourir bêtement et imprimer chaque élément. Voilà. Donc vraiment, faut se dire que le for i, c'est vraiment un parcours très très bête. T'as pas accès à l'indice, t'as juste accès à l'élément que tu as. Enfin, for i, ça va être rarement utilisé. Tu peux l'utiliser, mais c'est rarement utilisé. Le plus que tu vas utiliser en algo, et le plus que j'ai dû utiliser l'année passée, c'est vraiment le for i et le while. C'est vraiment les deux que j'ai dû utiliser le plus, et vraiment totalement c'est le for i. Il me semble que j'ai dû utiliser un seul while, pas plus. Donc voilà, comme ça tu sais. C'est vraiment ça qui est crucial en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Rayon, pour les classes en UML, étant donné qu'on en aura certainement 7 à faire, est-ce elles seront plutôt courtes à faire ou on devra gratter? Je demande parce que je les passe à chaque fois. Donc tu demandes la longueur de chaque classe, tu demandes. La longueur, quelle est la taille de chaque classe plus ou moins? Est-ce qu'elles sont plutôt grandes, petites? Non, non, non. À peu près, oui. Faut savoir. Ça, c'est un conseil aussi que je donne et qu'on m'a donné l'année passée. Que c'est sûrement Cambron Isabelle vous donnera ce conseil. Je ne sais pas si vous avez encore cours avec elle, mais un conseil que elle nous a donné l'année passée, c'est si vous voyez que vous avez une classe en UML qui est vraiment grande et qui est vraiment à rallonge, posez-vous la question, est-ce que je peux faire une classe avec certains éléments de cette classe? Vous n'aurez jamais, en fait, la taille des classes en UML dans vos classes UML, ça sera généralement à la limite entre 5 à 10, 5 à 10 attributs et à la limite, voire 5
5 ou 10, voire en grand max 12 méthodes, tu vois. C'est vraiment pas énorme. Tu fais 5, tu dois faire 7 classes, mais pas énorme non plus, tu vois ce que je veux dire. Un peu comme dans l'interro UML. Un peu comme dans l'interro UML qu'on a fait en octobre ou différent. Si t'as fait l'interro, j'ai pas fait l'interro avec vous, donc je saurais pas dire. Tu peux aussi faire littérateur. Alt insert peut, non, tu peux aussi faire. Ouais, tu peux aussi faire littérateur, il me semble, oui. La même chose, sauf il y en a plus les nouveaux concepts. C'est ça, c'est à peu près ça. Wixon, si tu veux savoir, elle est dans le cours d'Apu, tout en bas. Je vais voir ça. J'ai ouvert Visual Studio Code, ça va casser tout mon PC. Non, s'il te plaît. Merci. Alors. Dans Algo, bah du coup je dois m'inscrire à une UE. Donc tout en bas. Tout en bas, c'est ça? Mini projet puissance 4. Putain, je suis vraiment. Oh, je suis bête. Pardon. Alors attends, du coup. C'est là? Ok. On va voir ça. C'est en train de se lancer. Est-ce que ça veut bien se lancer, s'il vous plaît? Un minimum. Attendez. Ah, voilà. Ça se lance, c'est bon. Faut laisser le temps, hein, c'est un petit papy, hein, les gars. Ok. Ludothèque, et du coup, Allez, c'est bon, merci. Ok, je scroll. Je dois aller où? C'est l'énoncé? Donc, est-ce que l'énoncé sera à peu près pareil à l'examen? C'est ça ta question? Ok, donc attends. Une ludothèque est un endroit où les membres peuvent emprunter des jeux. La ludothèque, la case départ, appuyant en cours. Il me semble la ludothèque, j'ai dû le faire l'année passée. Un jeu peut avoir plusieurs exemplaires. Pour chaque membre de la bibliothèque, on enregistre son nom, son prénom, son adresse. Alors cette manière-là d'écrire, on enregistre son nom, son prénom, ça c'est exactement l'examen, hein. Donc quand on dit on enregistre son nom, c'est un attribut. Ça, vous devez savoir. Toutes ces informations sont obligatoires à la création.
Ça veut dire toutes les informations sont obligatoires à la création, c'est-à-dire que vous faites un constructeur. Donc toutes les infos sont dans le constructeur. Les membres peuvent emprunter des jeux à la ludothèque. Un membre peut avoir plusieurs emprunts en cours qu'il faut enregistrer. Bah, du coup, un attribut qui est une liste d'emprunts, du coup. Maximum 5 en même temps. Pour chaque emprunt, on connaît. Donc, maximum 5, la taille de la liste fait 5. Pour chaque membre, il doit être possible d'emprunter nanana, blablabla, blablabla. Pour un exemplaire, il doit être possible de l'emprunter si disponible. La feuille de réponse doit être décrite ci-dessous. Vous ne devez pas mettre les getters s'ils ne sont pas demandés. Oui, ça, alors, comme j'ai passé en revue, pour commencer, il faut créer chaque jeu dans le système, un jeu ayant identifié. Oui, voilà. Ça, là, le fait, vraiment, les mots-clés qui sont dans cet exercice sont les mêmes qu'à l'examen que j'ai eu. Identifier, à la création, enregistre, on enregistre. On peut avoir plusieurs exemplaires, nanana. Voyez? Où chaque exemplaire a un état. Tout ça, tous ces trucs-là, c'est vraiment comme à l'examen. Et c'est tous des mots-clés que vous devez retenir parce que ces mots-clés, c'est vraiment des trucs qui vous disent ok, je dois créer un attribut. Ok, je dois créer une liste. Ok, là, je dois créer une classe. Je dois faire une méthode. Ok, là, maintenant, je dois relier ma méthode avec ma classe avec mon autre classe. Enfin, bref. C'est plein de trucs c'est plein de mots-clés qui indirectement vous disent que vous devez créer telle chose, en fait. Mais du coup, oui. Oui, ça, c'est typiquement un examen. C'est un examen, ça. C'est pas l'examen que j'ai eu l'année passée. Mais ça se voit que c'est un ancien examen, du coup. Il me semble que, du coup, il était marqué. Hein. Si je vais sur Google... Je vais dans Apu, normalement, il est marqué énoncé interro formatif. Voilà. Interro. Bah, du coup, ouais, c'est comme un vrai examen. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, en fait, ce que je veux dire, c'est... est-ce que une classe principale avec plusieurs classes dedans compte comme une classe en UML? Ou alors, c'est vraiment un diagramme par classe. Par exemple, la classe voiture égale 1 UML et la classe concessionnaire égale 1 UML aussi. Alors, il faut savoir, donc, le mot UML, ça désigne donc tout ton diagramme avec toutes les classes. Mais oui, du coup, par exemple, dans la classe voiture, pour une classe voiture, la classe voiture aura son tableau. La classe voiture aura son tableau voiture avec couleur, marque, nanana. Et tu auras un tableau marque, tu auras un tableau concessionnaire. Et ces tableaux vont se relier avec les relations. Avec des trucs abstracts, peut-être que la classe, je sais pas moi, peut-être la classe marque, ce sera un abstract de la classe voiture. Parce qu'une voiture est associée à une marque. Et ça compte comme 1 sur 7. Voilà, par exemple, si tu fais un tableau voiture, ça compte comme 1 sur 7. Si tu fais voiture et concessionnaire, tu as déjà fait 2 tableaux sur 7. Si tu as fait un tableau marque, tu as fait 3 tableaux sur 7. Pas de souci. Du coup, voilà, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux examens, algo, Apu il me semble que je vous ai montré tous les raccourcis vraiment importants. Il y en aura sûrement d'autres que vous apprendrez en Q2. Parce qu'en Q2, vous en apprendrez d'autres. Parce que vous utiliserez encore Java en Q2. Il y a encore du Java en Q2. Mais sinon, il me semble que c'est bon. Hein. Je vous ai dit la plupart des bons raccourcis à apprendre. Pour Algo, c'est possible qu'on doive compléter une classe main. Non. Non, en Algo, vous devrez que compléter des algorithmes et votre classe main sera fournie pour
tester vos algos. Ouais. Donc la classe main, elle est déjà faite pour vous. Donc vous aurez donc la classe main et une classe, je sais pas moi, avec plein d'algorithmes à faire, avec des to-do. Vous voyez, slash to do. Donc vous aurez 2 dossiers, peut-être 3 à la limite, peut-être, ou plus, si jamais s'ils ont besoin d'autres docs. Mais normalement, vous devrez compléter qu'un seul fichier Java. Pas le main pour tester les méthodes, mais la classe main pour lancer un jeu, par exemple, lors des projets. Euh, Dans l'exemple d'un projet, peut-être. Moi, l'année passée, je devais pas compléter une classe main. Mais c'est pas impossible que vous devez compléter une classe main. Avec, du coup, faire un while pour la boucle de jeu. Et réutiliser toutes les méthodes que vous avez créées. Ça, c'est pas impossible. Moi, j'ai pas dû le faire. Moi, c'était bêtement faire des algorithmes et les tester avec une classe test. C'est tout con. Moi, c'était ça. Et c'est pas impossible que ça ait changé. Alors, en algo, j'avais, il me semble, 5 voire 6 méthodes à faire. Donc 5 à 6 algorithmes à faire en 2 heures. 5 à 6 algos en 2 heures. Parce que les algos étaient vraiment compliqués. Mais il me semble, je crois, 4 ou 5. 6, c'est vraiment parce que j'ai un doute. J'ai un petit doute, mais normalement, c'est 4 ou 5. 4 ou 5 méthodes à faire. Donc ça sera des méthodes sous forme de méthodes avec des to-do à l'intérieur. Et vous devrez faire l'algo. Et donc vous avez 2 heures pour faire les 5 algos. Sans pause évidemment, hein. Les 2 heures, vous les faites en rush. Par compliqué, je vois en mode, il me semble, un des algorithmes que j'avais. Alors ça en vient à il y a 1 an maintenant, donc c'est un peu compliqué à me rappeler. Mais il me semble que justement j'avais un truc comme Execo. Sauf que moi je me rappelais plus comment faire Execo. Et du coup, genre, je devais me triturer la tête. Genre, en gros, je savais plus comment parcourir la liste. En fait, c'est vraiment, imagine un casse-tête. En fait, vraiment, les algorithmes, il faut voir ça comme des casse-têtes à résoudre. Mais en gros, le casse-tête était vraiment compliqué à faire, quoi. En gros, genre, j'avais la classe Execo, je savais que c'était un for i, mais je me rappelais plus comment fonctionnait le truc Execo. Genre normalement t'as un PDF qui t'explique comment ça fonctionnait, mais même avec le PDF qui m'expliquait, je savais pas comment réaliser le truc. Si tu veux montrer Wixon, tous les anciens examens sont sur le cours d'algo. Ah, attends, donc il y a mon examen de... Il y a mon ancien examen. Attends, ça serait quand même... Ah ouais, janvier 2025. Ah mais oui, mais ça c'est à push, je suis trop con. Va falloir vraiment que je m'achète un cerveau. Algo. Normalement, ouais, les anciens examens, ils sont au tout début, ouais, voilà. Janvier Janvier 2025, ils ont juin 2025. Ah, janvier 2025. Ah bah je vais revoir mon ancien examen. Ok. Bureau. Tac tac tac. On va mettre ça dans cours algo Apu. Parfait. On va faire un copier.
On va aller dans cours algo. Voilà. Voilà, ça crée le projet. Attends, je vais recopier les trucs. Pourquoi ça n'a pas voulu coller? Ah, voilà. Alors, étudiants, résultats. Donc là, c'est des docs, voilà. Donc voilà, donc vous aurez les docs avec, les explications de comment vous devez implémenter tout ça. Voilà, donc vous avez la classe étudiant, voilà, que vous devez pas modifier, à ne pas modifier. Salut Ibra, on regarde un ancien examen, comment c'était avant. Mais il me semble, voilà, c'était juste résultat, voilà. Voilà, donc vous avez des to do et c'est tout, en fait. Vous avez des to do et c'est tout. Vous avez juste, qu'est-ce qu'il me fait? Arrête, 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 arrête. Voilà. Donc vous avez la classe moyenne. Voilà. Oh putain, je me rappelle. Oh là là. Oh là là. Voilà, donc en gros, par exemple, celle qui m'avait donné du mal, il me semble, c'était calcul la médiane des points, précondition, il y a au moins un étudiant. Il me semble, celle qui m'avait donné du mal, c'était médiane. C'était médiane. En gros, médiane, ce qui m'avait donné du mal, c'est qu'en fait, du coup, je savais qu'il fallait parcourir la table de toutes les données, de toutes les cotes. Mais je me rappelais plus comment fonctionnait une médiane, comment coder la médiane, genre c'était quoi une médiane en fait. Je me rappelais plus. Et dans le doc, on m'expliquait ce que c'était une médiane, mais même avec ça, je comprenais pas. Et du coup, j'étais en mode, ok, je fais un fori, ok, je vais parcourir la liste, nan nan nan, et je me rappelais plus. Et j'avais un gros trou de mémoire. Par exemple, la moyenne, bah ça c'est facile. Tu parcours toute la liste, tu additionnes tous les trucs, et tu comptes le nombre de trucs que tu additionnes, et après tu fais le résultat que tu as obtenu, diviser le nombre de trucs que tu as additionné. C'est ça une moyenne. Hein. Du coup, voilà. Nombre d'étudiants entre l'intervalle, bah ça c'était facile. Parce que tu faisais un for i, et dans ton for i, tu vois, i égale 0, et bah tu fais pas i égale 0, tu fais i égale la borne minimum. Et jusqu'à la borne maximum. Tu vois. Donner table étudiant en réussite, bah là tu créais une nouvelle table. Tu parcourais tous les étudiants qui avaient au-dessus de 10 sur 20. Et à chaque fois qu'un étudiant avait 10 sur 20, hop, tu l'ajoutes sur la nouvelle table. Tu vois, ça c'était facile, ça je me souviens. Ça c'était facile et ça c'était facile. Mais la médiane, je me souviens, purée, ça m'avait donné du fil à retordre. Mais du coup, voilà. C'est ce genre de choses qui peut arriver. Hein. Vous arrivez devant un algo, vous savez que vous faites un for i, mais vous. Ok, vous faites un for i, ok, vous parcourez, mais. Et c'est quoi la suite, quoi? Il faut faire l'algorithme. Salut au gars Tatsumi. Au revoir. Au revoir. Salut 11K. Du coup, on explique comment fonctionne. Je pense que tu le sais, mais on explique comment fonctionne l'examen. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez compris tout ça? De toute façon, il y a la rediffusion. Donc pour 11K et Ibra, vous venez d'arriver. Enfin, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a la rediffusion de tout ce que je viens de faire aujourd'hui. Pour vous. Hein. Donc, vous avez encore accès à la rediffusion qui sera postée sur la chaîne. Je referai une annonce dans annonce. Je pingerai tous les premières. Je referai une annonce avec la chaîne YouTube. Dans les 2 heures, il y a aussi la partie théorique. Dans les 2 heures, donc d'algo, en algo, donc les 2 heures, ça se split en un quart d'heure de papier, un petit quart d'heure papier parce que t'as un petit quart d'heure comme vos interros. Voilà, c'est ça. En fait, il y a 4 questions sur papier. C'est 4 petites questions où on te met un parcours de liste avec un for et on te dit, avec un print, on te dit qu'est-ce qui est écrit en console.
Tu vois, normalement, vous avez déjà eu ça en évaluation, sur certaines évaluations. Tu as une partie papier où tu as un for i et on te dit quelle est la sortie en console. Qu'est-ce que fait ce for i? Et normalement, c'est un QCM ou une question ouverte et tu dois dire ce que fait le for i. Et il y a donc ces 4 questions qui sont comme ça avec des forts. Et une dernière question, c'est on te donne un for et on te dit quelle est la complexité de ce for. C'est un log n, un O de n ou un O de 1. Donc là, tu dois dire est-ce que ça parcourt la liste en une seule fois, donc O de n. Est-ce que ça parcourt un certain nombre de fois la liste, O de n du coup. Ou quand tu parcours la liste, à chaque fois, ça divise la complexité par 2. O de log n par exemple. Ça, c'est quand ça divise à chaque fois la complexité par 2. Mais je pense pas que vous avez encore appris le log n. C'est juste O de n et O de 1, je pense que vous avez appris. Et O de n carré. Ça, c'est O de n carré, c'est quand vous faites un double for, en fait. Un for dans le for. Mais du coup, voilà, les 2 heures sont splittées en un petit quart d'heure de papier où vous avez tout ça. Ensuite, on vous donne vos logs où vous devez mettre un espèce d'identifiant généré aléatoirement par l'école et un mot de passe généré aléatoirement que vous devez inscrire sur le PC. Vous faites votre dernière session en PC et donc vous avez ce document, donc exactement ça avec les docs et tout est sur le disque U. Donc vous avez le étudiant, les docs, résultats et test résultats. Par contre ça je comprends pas, mais vous avez la partie papier sur le U. C'est complètement inutile parce que quand vous avez vos logs, vos logins pour vous connecter, vous devez rendre la partie papier pour avoir accès au login. Donc c'est totalement con en fait. On vous donne la partie papier quand vous avez fini la partie papier. Bon, ça c'est un peu bizarre, mais moi quand j'avais fait ça, bah, du coup c'est juste ça que j'ai ouvert du coup. Faut juste ouvrir cette partie là. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres a priori? Des questions sur l'école en elle-même? Si pas, bah... moi je reste, mais si vous n'avez pas d'autres questions... bonne soirée, bonne fin de journée à vous. Bonne chance pour le blocus. Et ouais, on se retrouve. Il y aura normalement Anatole. Ah, je pense que j'ai reçu une réponse pour la durée de l'examen. Ouais. Donc l'examen dure 2 heures, donc 2 fois 1h30. Une première partie sur papier UML et une deuxième sur ordinateur Java. Par contre, tu n'auras plus APU à ton PAE. Tu l'as réussi l'an dernier. Voilà. Voilà. Bon, elle a vu que j'ai plus mon APU, mais voilà. Donc, en gros, vous avez 2 fois 1h30. Donc, sur l'horaire, en gros, vous faites la partie écrite là. Ensuite, vous avez une pause. Et ensuite, vous avez la partie PC. Donc, sûrement que ça sera dans 2 locaux différents. Voilà, donc, imaginons que vous vous êtes inscrit pour cet examen à l'auditoire A. Et ben, il se peut que pour le deuxième, bah voilà, il n'y a même pas d'auditoire. C'est en salle, en classe en fait. Et donc ça se peut que c'est dans 2 trucs différents. Voilà, donc vous avez la réponse du coup. Donc 1h30 pour papier, 1h30 pour PC. Voilà, voilà. Donc ça vous fait 3 heures en tout. Donc c'est possible finalement, hein. C'est exactement comme je l'ai eu l'an dernier et en vrai c'est possible. Ouais, je te remontre. Yep là. J'avais juste une question. Enfin, elle me concerne pas, mais c'est sur la situation de quelqu'un d'autre et j'aimerais demander l'avis de quelqu'un d'autre que moi-même pour lui. Est-ce que avec zéro connaissance, il pourrait être prêt à l'examen grâce au blocus avec du travail acharné? C'est quel examen précisément? Algo ou Apu ou un autre? Ou tous? C'est quoi? Apu. Alors, Apu uniquement. Alors avec Apu uniquement.
Si c'est Apu uniquement et que il a vraiment zéro connaissance, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui transférer. Je vais t'envoyer la fiche ici dans le truc. En gros, tu as une fiche que j'ai faite. Donc j'ai fait une fiche. J'ai failli l'envoyer à un pote, pardon. Donc en gros, t'as une fiche qui regroupe tous les BABA de Apu et de Algo. Donc il y a Apu dedans. Donc ça peut être intéressant pour lui. Donc tu lui donnes cette fiche qui a tous les BABA de Apu. Et ce que je lui dirais en vrai, c'est possible. C'est possible, mais vraiment, si vraiment il se concentre vraiment que sur Apu, quoi. Et qu'il met un peu de côté tous les autres cours. Mais c'est possible. C'est possible parce que moi, j'avais des potes l'année passée qui s'y connaissaient un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ils comprenaient rien, genre ils avaient rien écouté. Ils ont tryhard Apu. Et il y en a quelques-uns qui ont réussi. Bon, il y en a quelques-uns qui ont raté parce que bon, voilà, ils avaient zéro connaissance et ils n'avaient pas eu le temps. Mais je sais qu'il y en a un qui comprenait rien, qui avait tout étudié durant le blocus et ça a fonctionné. Donc je dirais pas que c'est impossible, mais voilà, il y a des chances quoi. Si vraiment il s'y met bien, genre là maintenant, genre parce que le blocus normalement ça commence le 24 décembre. Parce que les quelques jours d'avant, c'est juste des congés qu'on vous donne gratos. Normalement, le blocus, c'est 2 semaines et ça commence officiellement le 24 décembre. Mais s'il commence aujourd'hui ou même demain, à Pou, franchement, en vrai, il y a fort moyen qu'il réussisse. Il y a fort moyen. Mais tu peux lui transférer la fiche. Normalement, tu as une petite flèche qui va vers la droite. Donc, tu as la flèche répondre qui va vers la gauche. Tu as la flèche transférer qui va vers la droite. Tu lui transfères la fiche en MP. Et franchement, ça pourrait bien l'aider à faire tout ça. Ça va, super, un grand merci, je transfère tout, un grand merci le boss. Pas de soucis, pas de soucis, bah c'est normal. Hein. En espérant qu'il réussisse, parce que Apu c'est vraiment pas donné. Et j'ai des potes qui doivent repasser Apu et ils sont à deux doigts d'abandonner, genre ils sont à deux doigts de quitter l'école parce que vraiment Apu c'est un gros truc et ils ont vraiment la flemme de repasser. Donc en espérant qu'il réussisse, de toute façon s'il rate Apu en janvier, il a encore juin et août pour repasser, mais voilà. Qu'il réussisse Apu en janvier, c'est le mieux qu'il puisse faire. Et vraiment, j'espère pour lui qu'il réussira. Hein. Justement, c'est ça, il veut abandonner, donc je l'aide au maximum. Mais voilà. Ouais, c'est souvent ça, quand c'est des gros examens et que les gens comprennent rien. En fait, le truc, c'est que quand tu comprends rien sur un gros examen, sur un gros cours, t'as vite tendance à abandonner. Mais en fait, justement, quand tu comprends rien et que t'as envie d'abandonner, faut utiliser cette force. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais il faut utiliser justement cette force euh, pour étudier et pour tout comprendre. Et en vrai, qu'il utilise ChatGPT, c'est con, mais bon, même s'il aura compliqué ChatGPT avec les UML, mais qu'il essaye avec ChatGPT, ou Notebook LM, c'est un bon outil. C'est un très bon outil pour l'aider. Tu mets tous les PDF, tu lui passes tous les PDF à Notebook LM ou ChatGPT et... Salut Anatole, bah, quand je parle du loup. Quand je parlais du loup, en tout cas. Je parlais pas tout de suite de toi, mais j'ai parlé de toi. Parce que je disais que... Il me semble que je disais que t'allais faire les cours de SD. T'allais faire les cours en Q2. Salut. Non. Ouais, je suis venu il y a. Est-ce que. Attends, ouais, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui est ici, du coup, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Et je leur trouve des questions. Alors, ouais, je comptais donner SD. Euh, mais ouais, faut que je vois un peu. Ouais, c'est à voir. Hein. Ouais, c'est Euh, vrai que j'ai dit que tu donnais, mais c'est à voir. C'est ouais, à voir. ouais, ouais. Voilà, et alors la question que j'ai eue, c'est pour s'organiser par un blocus. Mais t'as couvert ça, j'imagine, non? Ou De quoi? j'ai une question en privé, Ouais. c'était pour comment s'organiser durant le blocus. Mais toi, t'as donné ta vision, j'imagine? Moi, j'ai à peu près donné. Pour s'organiser, non, parce que j'ai pas eu de question vis-à-vis de ça. Ah, ok.
Bah, j'en ai eu Mais une. c'est quelqu'un qui est ici dans le truc? Parce que si j'explique ça Ouais, comme... Ok, ouais, mais je vais pas spoil parce que. t'inquiète, t'inquiète. Bah du coup, pour la personne qui a posé la question, donc je vais dire ça un peu pour tout le monde, comme ça la personne qui a dans le vocal, il l'écoute. Donc pour la personne qui a dans le vocal, pour s'organiser, en fait, ça dépend un peu de toi. Donc je vais faire un format général, évidemment, hein, parce que bon, c'est un peu redondant de dire ça dépend vraiment de toi, mais je vais t'aider. Donc, Je te coupe. ouais, Je trouve que c'est le truc le plus important à dire. Que c'est très dépendant d'une personne. Genre, une c'est personne vraiment qui ça. étudie d'une certaine façon, ça va pas être pareil pour quelqu'un d'autre en fait. Exactement. Donc par exemple, donc je vais dire un peu dans certains points de vue. Donc en fait, je sais pas si tu sais, mais tu as vraiment des mémoires qui sont différentes. Donc tu as les mémoires visuelles, mémoire nanana. Bon, je vais pas commencer à raboter toutes les mémoires différentes, mais voilà. Mais du coup, ça dépend un peu de ça. Donc si tu as une mémoire visuelle, ce que je te conseillerais pour t'organiser, c'est vraiment de... moi, c'est ce que j'ai fait parce que moi, j'ai une mémoire vraiment visuelle. Ce que je te conseille de faire, c'est que normalement, je sais pas si tu as participé à ça. Au pire, il y a sur Google. En gros, on a dû te donner un planning, une grande feuille A5, d'un planning vierge où tu peux compléter avec tes horaires d'examen, nanana. Si t'as pas ça, t'as pas été au cours, tu peux aller sur Google et chercher. Tu peux mettre agenda vierge ou nanana, ou tu utilises ton agenda sur ton téléphone ou quoi. Si vraiment t'as une mémoire visuelle, n'hésite pas vraiment à imprimer sur une feuille un planning vierge, à essayer d'imprimer, et de coller cette feuille sur un mur. Tu colles cette feuille de ton planning où tu as complété tous tes trucs, et donc pour s'organiser, donc tu mets chaque jour, donc tu te poses la question pour chaque cours tu te dis, ok, quel truc je dois étudier dans ce cours-là, quelle est la quantité de travail que je prévois plus ou moins à ce cours, et est-ce qu'il est compliqué. Et en fonction de tous ces paramètres, tu associes des heures d'études à ce cours-là. Et donc pour chaque jour, tu mets, ok, de telle heure à telle heure, j'étudie ce cours-là. De tel jour à tel jour, j'étudie ce cours-là. Et tu prends cette feuille et tu la colles sur un mur de ta chambre, à côté de ton bureau. Tu colles cette feuille sur un mur de ta chambre. Et vraiment, ça te permettra de visualiser, parce que vu que les mémoires visuelles, les mémoires avec des schémas, c'est vraiment ça. Ça te permet de visualiser, en tout cas d'avoir un premier rendu de comment sera ton blocus et de ne pas te perdre. Alors évidemment, si par exemple, quand tu étudies ce cours, par exemple, si tu as un cours t'as mis qui durait 30 jours, 3 jours, pardon, 30 jours, là. Tu dis que ça te prendra 3 jours pour étudier maths, par exemple. Et que finalement, quand tu as étudié maths, finalement, bah, tu te dis, oh putain, ça m'a pris que 1 jour et demi. Eh ben, c'est pas grave. Tu te... Ou soit tu as fait au crayon sur la feuille, et donc tu gommes et nanana, tu refais. Ou soit, bah, vu que tu as un premier jet sur ton mur, tu te reformules dans ta tête. En fait, tu fais un peu en fonction. En fait, faut faire un peu en fonction de quel cours a été, quel cours n'a pas été. Si ta mémoire et des autres, en fait, si c'est auditif, écrit ou autre, ce que je te conseille, euh, alors, en fait, en général, je te conseillerais de faire ça, vraiment d'imprimer un planning sur papier, mettre tes cours et tout ça. Mais si vraiment c'est pas un truc qui te plaît et qui te convient, alors peut-être plus faire sur un format Word. Sur un format Word, tu mets tous les cours que tu as. Tu mets tous les cours que tu as encore une fois. Dans chaque cours, tu mets chaque point, genre tous les chapitres que tu dois voir dans chaque cours. Par exemple, en maths, tu mets récurrence, récursivité, variable aléatoire, non, non, non. Et pour chaque chapitre, ça peut prendre du temps, mais c'est bien de le faire maintenant parce que le blocus, il commence vraiment le 24 décembre. Donc, tu as une petite semaine maintenant pour structurer ton blocus ou faire ça aujourd'hui. Bon, ça prend un peu de temps, mais aujourd'hui, tu peux déjà commencer si tu veux. Et donc, sur un Word, tu fais pour chaque cours, chaque chapitre, ok, ça j'ai compliqué, ça j'ai pas compliqué, ça j'ai compliqué. Et du coup, t'as pas un planning visuel dans ta tête, mais ça permet de te le former dans ta tête. Tu te dis, ok, j'ai compliqué, donc je vais faire ça maintenant. Ok, ça j'ai un peu plus facile, donc ça je ferai ça un peu plus tard. Machin. Par exemple, là, moi actuellement, je vais faire un exemple pour moi. Par exemple, moi j'ai plus facile maintenant en économie.
mais j'ai plus compliqué en maths. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, j'ai plus compliqué en maths, j'ai plus facile en économie, donc économie, je vais peut-être le repousser un peu plus loin. Mais faire attention aussi, parce qu'il ne faut pas le repousser trop loin économie, parce que ce que tu dois prendre en compte, et ce que je vais te l'afficher maintenant, c'est aussi le passage de tes examens. Et imaginons que ton examen, tu le passes comme là, c'est le premier examen qui est passé, c'est maths. Ok, bon, t'as compliqué en maths ou t'as facile, mais vu que c'est le premier qui est passé, dis-toi que étudie-le peut-être, même si t'as plus facile que d'autres en maths, étudie-le plus tôt. Parce que du coup, t'auras moins de jours pour l'étudier. Ensuite, gestion, économie, voilà. Tu vois, t'as 2 jours en plus de maths pour l'étudier. Donc tu te dis, ok, bah, je vais étudier d'abord maths et peut-être économie, je l'étudie après. Je repousse un peu l'économie plus loin. Parce que j'ai plus de cours pour l'étudier. Et même chose pour en général. Quand tu passes un examen, imaginons que maths, tu as étudié maths comme un acharné, tu as été à l'examen de maths et tu sais que tu as raté l'examen, n'arrête pas. Continue d'étudier. Parce que, ok, tu as raté maths, mais si tu as raté maths et que tu te dis merde, putain, j'ai raté maths et j'abandonne et j'arrête tout, le truc c'est que, ok, tu as raté maths, mais le truc c'est que ça va faire un effet domino sur tous tes cours. Donc tu auras raté maths, raté économie, raté APU, raté algo, raté nanana. Alors que si tu as juste raté maths et que tu continues à étudier comme un acharné, algo, économie, APU, il se peut qu'il y a juste maths à repasser en fait. Et que finalement, en fait, ça soit pas si grave que ça. Donc vraiment, pour organiser ton blocus, en fonction de toi, imprime un planning, pose-toi les questions sur tel cours j'ai besoin de réviser quoi, quelles sont mes difficultés, quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts dans tel cours, dans tel chapitre. Tu notes et tu mets du concret en fait. Tu dois vraiment mettre sur papier pour que en fait tu dois pas tout garder en tête. C'est ça qui est un peu le piège, c'est que souvent tu vas te dire ok ouais mais ça va souvent se modifier tout mon planning, genre je vais devoir souvent modifier tel cours, j'étudie quand. Du coup le mieux c'est de garder en tête, comme ça je dois pas raturer mon planning tout le temps. Mais le truc c'est que si tu le gardes en tête, justement dans ta tête ça va se mélanger, tu auras tout qui va se mélanger, tu vas te poser mille et une questions et finalement tu vas jamais étudier, tu vas être désordonné. Moi c'est ce qui s'est passé au tout début de mon blocus, tout était désordonné et finalement bah, c'est pour ça que j'ai raté économie et maths par exemple, parce que économie et maths je mettais pas assez mon temps dedans, j'ai trop mis mon temps dans algo et apu, alors que algo je comprenais déjà bien le cours. Voilà, donc pour la Yep, question, donc pour la ouais, vas-y. ah, moi j'avais donné ma vision de comment je fais, mais genre juste pour présenter un autre truc. Mais un peu comme t'as dit, au début de mes blocus, ça commence toujours par une liste de genre, ok, quelles sont les matières que je dois passer, combien il y a de chapitres à réviser pour chaque matière. Et bon voilà, moi Oups. je suis quelqu'un qui aime bien découper, qui aime bien découper la matière, et donc je me disais, ok, le cours de, je sais pas, Algo, il a 12 chapitres. Bon bah si j'en fais 3 ou 4 par jour, en 3 jours j'ai révisé tout Algo. J'étais, est-ce que 3 jours, ça correspond à ce que je veux? Est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est faisable? Est-ce que Algo j'ai vraiment du mal? Et dans ce cas, je vais mettre plus de jours. Ou est-ce que c'est un cours où ça va, j'ai relativement compris, et 3 jours c'est ok. Voilà, il y a ça. Après, il y a aussi, est-ce que c'est quoi mon rythme? Perso, moi je suis quelqu'un qui se lève tôt le matin et qui se couche très tôt, donc tout ce qui est nuit blanche et tout, on oublie. Euh, et donc en fonction de ça, ça va jouer parce que je me réveille voilà, vers 7 heures du mat sans réveil. Bah, je peux me dire, ok, je fais genre deux trois chapitres avant midi, je me fais une pause pour manger, et dans l'après-midi, j'en refais un ou deux. Et voilà, et moi perso, mes blocus, ils terminaient vers 16 17 heures par là, et j'avais une grosse soirée pour genre faire une pause. Euh, et voilà, donc c'est à voir en fonction de vous, du temps que vous avez, etc. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est possible de faire des blocus sans nuit blanche.
Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours eu. Quoi d'autre? Juste Anatole, c'est sur papier ou sur PC, il me semble, économie et compta. Je sais Bah, plus. je le dis pas, et ça a trop changé hein, pour moi. Par contre, je vais aller chercher l'information parce que tu peux aller sur. Tu connais le site Proccours, non? Non. Oh, personne connaît ce site. Proccourvinci.be. Je vais mettre le truc ici. Je l'ai ici. Procours. Ouais, ouais, super. Bah, tu vas dans technique. Parce qu'il y a plein de gens qui Technique. oublient ce site. Bachelier en informatique. Donc ça, en gros, très simple, c'est le site des fichueux du bachelier en informatique. Donc c'est là où vous avez toutes les informations sur les cours de genre qui donne le cours, en quelle année c'est quoi la matière, comment vous allez être évalué en particulier. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ce site, mais en fait, il y a plein de questions chaque année qui sont ah, j'ai raté je sais pas, j'ai raté. Bah, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment d'exemple pour vous. Mais enfin, j'ai raté tel cours. Bah, si, j'ai raté économie, mais j'ai réussi. Je sais plus c'est quoi l'autre cours. Algo, par exemple. Non, non, mais. Et il y a pas deux cours dans éco? Il y a éco et compta, Éco non? et gestion. Ouais, Éco et gestion, ouais. compta, gestion. Ouais, ok. Ben genre, j'ai raté éco, mais j'ai réussi gestion. Est-ce que je dois repasser les deux ou pas? Bah ça, typiquement, c'est des infos qui sont écrites là-dedans. Elles sont un peu énigmatiques, mais faut prendre le vocabulaire. Et donc là, si on va dans euh, le truc, l'entreprise et ses relations avec le monde économique, donc il y a la durée du cours, le nombre de crédits que ça donne, les profs, les langues, etc. On descend, le contenu, l'acquis d'apprentissage, ok, on descend encore, savoir et compétences, on descend, mode d'évaluation, lecture recommandée, modalité et critères. Alors, tu. Pour l'examen de janvier, examen écrit à livre fermé en session. Attends, c'est sur mon truc que tu lis ou pas? Non, moi je l'ai chez moi. Attends, clique sur l'UE. T'as BINV 1082, la cinquième ligne. Ouais, là, t'as passé ta souris dessus. Au-dessus. Au-dessus, ouais, là. Là, À ici. gauche. À Ah, gauche, gauche, gauche. Ouais, le code du cours. Clac. Nickel. Donc là, c'est la fiche du cours d'économie, machin, enfin de l'unité d'enseignement, l'UE, l'entreprise et ses relations. Et donc, il y a plein d'infos. Il y a durée, nom de crédit, nom du professeur, coordinateur, etc. Tu peux descendre, tu peux descendre. Le contenu de l'enseignement, encore en dessous. Tu peux vraiment aller vraiment en dessous. Je vous laisse lire tout ça, mais pas fait. Les acquis d'apprentissage, donc c'est quoi ce qu'on essaie d'évaluer en général? Genre, qu'est-ce que vous devez maîtriser comme compétence? Descends encore. Voilà, ouais, c'est en bas. Savoir et compétences prérequis. Et donc là, vous avez le méthode d'enseignement. C'est encore en dessous, pardon, excuse-moi. Donc modalité d'évaluation et critères. Et là, vous voyez qu'il y a marqué la note globale de l'UE est obtenue en faisant la moyenne géométrique. Ok. Donc c'est 40% euh, pour le cours d'introduction au fonctionnement de l'économie et 60% pour gestion comptabilité. Ok. Et ensuite, on vous dit que en janvier, c'est un examen écrit à livre fermé en session. Pareil en juin, pareil en septembre. Et donc ça, c'est pour fonctionnement de l'économie. Gestion, on vous dit que c'est examen écrit à livre fermé en session. Et en dessous, il y a la petite phrase magique qui dit, en cas d'échec, l'examen de janvier pourra euh, être représenté en juin pour remplacer celle de janvier. Et à partir de 10 sur 20 à l'une des deux des deux évaluations composant l'UE, donc ça veut dire
Si vous faites fonctionnement de l'économie, vous réussissez fonctionnement de l'économie, mais pas gestion. L'étudiant bénéficie des reports de notes légaux d'une session à l'autre. Donc ça veut dire, vous avez eu 14 sur 20 en fonctionnement de l'économie euh, et vous avez raté gestion. Bah, au prochaine fois que vous repassez votre examen de gestion, votre note de fonctionnement de l'économie, elle est reportée. En gros, vous devez juste repasser gestion, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Et en gros, cette phrase-là, elle est un peu cryptique parce qu'il y a genre beaucoup de termes, genre évaluation UE, report de notes, session, machin. Mais en gros, c'est juste genre, si vous avez eu au moins 10 sur 20 à un des deux cours, la note, elle est reportée. Donc, la question de j'ai réussi l'un mais pas l'autre, est-ce que je dois représenter les deux? Cette phrase dit, bah non, si tu as réussi un des deux, ça se reporte aux autres sessions, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est vraiment si vous cliquez sur le bleu là, à gauche. Ouais. Ce site est vraiment incroyable, mais je sais pas pourquoi il est pas mis en avant à la haute école. Et genre vraiment, bon, ça fait 3 ans que je suis parti de la haute école, mais même quand j'y ai, depuis que je suis à la haute école et même encore maintenant, chaque fois il y a la question de l'examen il est écrit, il est à livre ouvert, machin. Chaque fois je réponds avec cette URL parce que enfin, il y a toutes les informations en fait. Et en plus de ça, les profs mettent vraiment du temps à essayer de garder ça à jour. Ah, ok, Donc, ouais, donc, ouais, voilà. ok. Donc, il y a vraiment des bonnes infos, quoi. Ouais. Et si vous voulez, je vais donner direct le lien de toute la liste ici. Je l'ai donné normalement. Ah Ah, oui, non, oui. J'ai donné celui de. Faut cliquer sur technique. Ouais, tu peux le repartager. Mais ouais. Si vous pouvez partager ça, plus de monde autour de vous, mais je vais vous peut-être ferez faire de une moi un annonce homme après, heureux. au pire. Je, Ouais. bah, je ferai une annonce everyone. Parce qu'en vrai, c'est pour tous les blocs, non? C'est pour bloc 1, bloc 2, bloc 3, non? Ouais, ouais, si tu descends, il y a aussi. Voilà. Et il y a aussi, pareil, prérequis et corequis là. Ouais, bah voilà. Mais je ferai pas un everyone, je ferai hashtag bloc 1, hashtag bloc 2, hashtag bloc 3. Parce Ouais, que sinon, ouais, ouais. je ping aussi les profs et tout, et pas ouf, donc... Et les anciens, ouais. ouais, aussi, donc voilà. Mais je ferai une Mais ouais, annonce. si Je vous ferai une pouvez annonce. partager ça, parce que c'est pas que j'aime pas répondre aux questions, mais c'est juste que je pense facilement 80% des messages auxquels je réponds, c'est genre ça vient de là, quoi. Ouais, je mettrai ça aussi. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Si pas, bah on peut fermer ce cours et se concentrer maintenant sur le blocus. Ah, ça commence maintenant? Bah le blocus, enfin il y a encore un cours demain, mais sinon moi après c'est fini moi en tout cas. Ok. Sa dernière semaine de cours alors. Exactement. Ouais, ok. Ok, bah du coup oui, bonne soirée à tout le monde et bonne chance pour votre blocus. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le serveur. Durant le blocus, je répondrai très peu en tout cas à des questions en privé parce que du coup bah, je serai aussi en blocus personnellement. Donc vraiment n'hésitez pas à Ouais, poser sur le moi serveur vous pouvez maintenant. m'écrire. Mais ouais, Moi, Anatole, si vous dit que vous pouvez, bah, Anatole, c'est bah, après, t'as ton taf, mais en vrai, si t'as du temps, en vrai, franchement, ouais, pas mal. ouais, ouais. Voilà. Pas de soucis, Arabe Stray. Allez, bah, du coup, salut, hein. Bonne soirée à tous, et du coup, je ferme ce cours. Et du coup, bonne soirée à toi aussi, Anatole. Yep. Bonne soirée. Salut!
Et du coup, ce qui conclut le dernier cours. Voilà. Bonne soirée à vous.